Bonjour Sandra, bonjour Karine. Bonjour, Bonjour, bonjour. Merci Sandra d'être avec nous ce soir. ça fait plaisir. Je suis heureuse d'être là avec vous. Ça faisait longtemps? On a Effectivement, fait ça une faisait vidéo ensemble. longtemps. C'était, Oui, puis ça c'est fait bon de se longtemps, revoir. ça fait longtemps que t'es pas venu aussi à Paris, en France, je veux dire. Oui, ça fait longtemps. J'ai très hâte de revenir dans votre coin, Ouais. absolument. Et aussi, il faudrait qu'on fasse aussi, qu'on aille aussi dans ton coin à toi. Pourquoi pas, effectivement? Ah, c'est Hein, sympa. avec les -25 du Québec, c'est extraordinaire. Bah oui. Oh, bien, et bien avec une belle doudoune, etc. Avec des bons gants, voilà, faut s'adapter, quoi. Effectivement, un beau feu, une belle couverture, Et, voilà. très confortable. Elle va se transformer, Karine, je ne sais pas comment elle va se transformer, mais je suis pas sûr qu'elle va avoir un peu de temps d'adaptation. Oui, non, je vais attendre un petit peu, moi. Je vais attendre l'été. Ouais. Oui, c'est une belle option aussi. Hmm. Alors, on t'a fait venir aujourd'hui pour faire un thème bien particulier, la relation à l'autre, et aller jusqu'à le couple conscient, et voir à peu près la science du mental, comment on peut construire ce couple de demain, on va dire, le couple nouveau. Et donc, on va t'amener à une première question. Pour toi, quelle est ta représentation déjà de la relation à l'autre, le rapport à l'autre? Comment tu la ressens? Comment tu perçois ça? Comment tu la définis? Il y a plusieurs questions en une, hein. C'est correct. C'est pour Et, ça que je euh, prends des notes. et vraiment, c'est ça. Comment tu la perçois, cette relation à l'autre et cette relation? Parce que je pense que on va commencer la relation, et puis on va aller après au fur et à mesure dans le couple, parce que je pense que un avancé dans le chemin d'être à deux ou être seul. Après, c'est vraiment un chemin de vie. Donc, je vais mettre. Donc, comment je définis la relation à l'autre? C'est Ouais, quand même très vaste, mais oui, je peux me lancer absolument. On pourrait regarder qu'est-ce que ça implique en premier lieu, la relation à l'autre. Donc, qu'est-ce qui est en arrière? Donc, la relation à l'autre, on pourrait dire, bon, ben, il y a euh, la relation de travail, la relation de couple, la relation amicale, familiale, bon, etc., etc. Puis, chacune de ces relations-là va être basée sur des choses différentes. Il y a par exemple, au travail, ben, on va pas agir de la même façon que dans la relation, dans l'intimité. Donc, qu'est-ce que c'est le rapport à l'autre? Ben, tout de suite, on peut penser à quoi? On peut penser à la communication, qu'elle soit verbale ou non verbale. On peut euh, penser à des émotions qui peuvent survenir dans le rapport à l'autre. Qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre? Ben, parfois, si on se sent pas très bien, dans le sens que l'émotion dérape un peu, qu'on se retrouve dans une forme d'émotivité face à l'autre, ben là, on peut se retrouver dans un rapport à l'autre où est-ce que les personnes peuvent penser qu'ils sont juste deux, par exemple, mais ils peuvent être quatre ou plus. Qu'est-ce que je veux dire? Ben, il peut y avoir des entités derrière chaque ego. Donc, dans la relation à l'autre, oui, on peut être deux égos ensemble, ou plus que deux, évidemment. Mais oui, il peut y avoir d'autres influences extérieures. Donc, si on est deux, on est trois, puis chaque personne a une entité derrière elle, aïe, 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 mais là, on commence à être nombreux dans le rapport à l'autre, dans la relation à l'autre. Alors, est-ce qu'on parle à l'ego? Est-ce qu'on parle à l'entité? Qui nous répond? Est-ce que c'est l'ego? Est-ce que c'est l'entité? Donc, souvent, on va percevoir, disons, dans la psychologie moderne, on va avoir l'impression que relation à l'autre, ben, on pourrait dire, bon, ben, c'est moi et toi et moi, mais qui est moi? Qui est toi? Qu'est-ce qui se cache en arrière? C'est là que ça devient vraiment intéressant. Moi, c'est une partie que j'aime bien explorer, étudier, parce que finalement, c'est une partie qui est tellement oubliée, autant dans le niveau de la psychologie, de la médecine. Euh, on voit le matériel, mais on oublie de parler du matériel. Puis je dis oublie, mais en fait, on l'oublie pas. Les gens y en tiennent même pas compte, comme si ça n'existait pas. Mais si on commençait à en tenir compte, on verrait, aïe, 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 on comprendrait la réalité ou le réel beaucoup plus. On pourrait comprendre les dynamiques
qui ne peuvent pas être comprises si on se limite à expliquer les choses d'un point de vue matériel. Donc, je sais pas si ça répond bien à la question, définir la relation à l'autre. Oui, tout à fait. Mais je voudrais savoir, pour aller un peu plus loin, comment on peut percevoir qu'on parle ou à l'ego ou à l'identité, en fait? Comment on peut s'apercevoir en nous? Ça peut déterminer qu'on parle à l'identité ou à l'ego dans la relation à l'autre? Et du coup, comment revenir à l'autre Oui. et passer au-delà de l'entité et revenir à l'autre pour remettre ce lien au-delà de l'entité? Très belle question. Donc, comment on sait à qui on parle finalement? Parce qu'il y a un individu, puis l'individu peut être chevauché par une entité. Donc, il reçoit des pensées qui ne sont pas les siennes, mais qui proviennent d'une entité qui prend la place de l'ego comme tel. Donc, comment est-ce qu'on fait pour savoir? Il y a plusieurs pistes. Je dirais, c'est quand même pas évident parce qu'on pourrait dire, il y a le savoir pour soi, puis il y a le savoir pour l'autre. Tu sais, déjà, c'est deux aspects importants parce que dans une relation, on est deux. Alors, si, disons, je commence par moi-même, si moi, j'ai une entité qui me chevauche, qu'est-ce qui arrive? Ben, je peux dire, je perds les pédales. Donc, je vais transformer l'émotion en émotivité. Qu'est-ce que ça veut dire, transformer l'émotion en émotivité? Ben, c'est que je vais tomber en mode de perte d'énergie. Donc, je reçois de l'énergie de mon esprit, de l'esprit universel, peu importe comment on voudrait le nommer. Donc, je reçois une énergie pré-personnelle qui précède l'ego. Je ne peux pas la supporter. Pourquoi je peux pas la supporter? Pourquoi il y a des gens qui la supportent pas? Ben, ça fait trop mal, c'est trop intense. Trop mal, on parle souvent de tristesse. Trop intense, on va parler particulièrement de la colère. Donc, on ne peut pas supporter l'énergie qui vient vers nous. Donc, on va la perdre. J'utilise le terme diffracter. Donc, ça va déborder. Alors, tout d'un coup, par exemple, je suis plus sensible un soir, les enfants rentrent à la maison, puis ça brasse un peu trop, je deviens impatiente, puis je commence à blâmer les enfants pour justement tout et rien, tu sais, que finalement, là, je dérape complètement. Donc, déjà, de prendre conscience qu'on dérape, c'est important. Parce que si moi, j'en prends pas conscience, mais le problème, les gens ne savent même pas ce que c'est, la différence entre l'émotion et l'émotivité. Ils ne réalisent pas c'est quoi un dérapage. Il faut leur dire, mais regardez, surveillez vos propres dérapages. Dès qu'on blâme l'autre pour quelque chose qu'on vit, ben on tombe en dérapage. Dès qu'on c'est ta faute, si t'avais pas fait ça, j'aurais pas vécu ça, puis ta. Puis là on se met à blâmer, à blâmer, à blâmer. Donc c'est certain quand le blâme est là, quand l'insulte est là, quand l'injure est là, on est dans un mode de diffraction. Donc il y a une entité. Je suis pas capable de supporter mon énergie prépersonnelle, donc l'entité va prendre le relais. Puis c'est elle qui va parler à l'autre. Alors ensuite, bon, ben, je me surveille moi. L'autre doit se surveiller aussi. Donc, nous devons tous les deux nous surveiller. Quand on rencontre une personne au début, tout le monde surveille, hein, on fait attention. Tout le monde sait ce que c'est faire attention. Quand on rencontre quelqu'un pour la première fois, on passe une entrevue, on rencontre quelqu'un qui nous intéresse, on se fait beau, on se fait gentil. Hey, les entités, ils n'ont pas de place pour rentrer, hein? Ils sont toutes cachées en arrière puis on les laissera pas sortir parce qu'il faut donc pas que la personne voit nos entités. Alors, souvent, les gens vont dire, mais c'est le naturel qui revient au galop avec le temps. Non, non, c'est pas le naturel, c'est les entités. Donc, ça, c'est important de comprendre la nuance, là. Donc, je surveille tout le temps mes entités, peu importe avec qui je suis, peu importe ça fait combien de temps je connais la personne, peu importe l'intimité que je peux avoir avec la personne ou pas. Puis ensuite, l'autre personne doit faire la même chose. Puis là, on se retrouve dans quelque chose d'intéressant. Mais justement, si l'autre a une entité, moi, comment je fais pour le voir? Ben, il va avoir quelque chose de dissonant. Oui, on pourrait dire, disons, je fais la situation inverse, la personne peut m'insulter, Bon, oui, mais qu'est-ce qu'il peut avoir d'autre? Des fois, c'est beaucoup plus subtil. Il peut avoir une manipulation subtile qui est quand même pas toujours simple à capter. C'est comment qu'on peut la capter? Je dirais, ben, moi, ça me tord dans le ventre. C'est comme,
mon ressenti, mon corps me dit, il y a quelque chose qui va pas. Puis des fois, on est capable de mettre le doigt dessus parce qu'on en a l'expérience. Puis des fois, on n'est pas capable. Puis on dit, ah, ça me tord dedans, je sais pas qu'est-ce qui marche pas, mais il y a quelque chose qui marche pas. Ben ça, faut apprendre à l'écouter aussi, puis dire, OK, il y a quelque chose qui marche pas, donc je vais faire attention avant de tout ouvrir puis de m'embarquer dans une relation plus intime, si c'est par là qu'on voudrait aller. Donc, c'est vraiment ça. Puis là, on va voir, on va travailler avec la communication, c'est dire, OK, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que la personne est vraiment elle-même ou est-ce qu'une entité a... Puis même pour soi-même, c'est pas évident. Les gens qui ont une entité sur eux, des fois, on pourrait dire, les gens s'en rendent compte que c'est évident, mais on va entendre les gens dire, ah, mais c'est plus fort que moi. Je peux pas ne pas aller dans cette direction-là. Je ne peux pas perdre les pédales. C'est trop fort. Il y a trop d'émotions qui rentrent, puis ça dérape, puis je suis pas capable de gérer. Donc ça, on l'entend. Il y a d'autres qui vont défendre les entités aussi, tellement que les entités sont subtiles et rusées. Les gens ne perçoivent pas qu'ils ont une entité qui les chevauche. Donc, l'entité veut pas se faire déloger parce qu'elle se nourrit de l'énergie de l'ego, on se comprend. Donc, si elle ne veut pas se faire déloger, ben, elle va aussi manipuler l'ego. Donc, elle va faire croire à l'ego qui est correct. Donc, l'entité va envoyer toutes sortes de pensées à l'ego pour le sécuriser, qu'il a raison dans ce qu'il dit, dans ce qu'il croit. Donc, on voit que, wow, la relation à l'autre, c'est quelque chose. Alors, donc, c'est quand même particulier. Puis on dit, OK, bon, ben, disons, je parle à quelqu'un et je perçois une interférence. Qu'est-ce que je fais? Comment je fais pour ramener une communication pour que je puisse parler à l'ego? Donc, il y a plusieurs façons de procéder. Je dirais le réflexe que beaucoup de gens ont, quand ils parlent à quelqu'un qui dérape, donc où est-ce qu'il y a une entité qui prend le dessus, qu'est-ce qui arrive? Mais la personne, plutôt qu'écouter la souffrance de l'autre, puis de vraiment être attentive à l'autre personne, ben qu'est-ce qui va arriver? Pendant que l'autre parle, ils vont commencer à trouver des arguments, à chercher à se défendre, à justifier, puis là, ils n'écoutent plus l'autre. Puis qu'est-ce qui arrive? Ben là, très souvent, la personne qui veut justifier va se retrouver elle-même à se défendre avec des entités. Parce qu'elle n'est plus avec l'autre. Elle n'est plus dans le rapport à l'autre, elle est dans la justification, dans la défense. Donc, je dirais, quand on a la conscience de percevoir justement qu'on parle à quelqu'un qui a une entité qui répond, ben c'est de vraiment s'occuper de la personne, puis dire, ben, je vais l'écouter, puis je vais prendre... Là, on peut dire, oui, mais je me laisserai pas insulter comme ça. Mais attendez, essayez. Juste écoutez. Écoutez. Puis qu'est-ce qui arrive la plupart du temps? La personne, il y a des grosses chances qu'elle réalise qu'elle dérape parce que la personne qui est devant elle est centrique. Elle ne dérape pas avec elle, donc c'est comme si l'escalade, elle l'a fait toute seule jusqu'à atteindre un niveau d'aberration dans son rapport à l'autre, que ce soit une violence verbale, physique ou autre, puis dire, ben voyons, qu'est-ce que je viens de dire là? Qu'est-ce que je viens de faire? Parce que l'autre n'a pas suivi le courant. Donc, c'est comme si la centricité de l'un brise l'essai de l'entité de venir entraîner l'autre personne, parce que c'est ça que ça veut des entités. Ils veulent toujours entraîner l'autre aussi dans le piège, dans le mensonge, dans le blâme, etc., etc. Donc, ça demande beaucoup de contenance. Puis ça, c'est un mot que je trouve important. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Mais je contiens mon énergie plutôt que de répondre tout de suite puis de trouver à me justifier. Je vais écouter. Par exemple, je pourrais dire à l'autre, wow, ça me blesse de savoir que j'ai été utilisée pour te mettre en initiation comme ça, pour te blesser, pour te choquer. J'ai agi de bonne foi, puis je vois comment que ça l'a dérapé, comment que ça t'a atteint dans ta sensibilité. Puis là, je pourrais dire, ben, je suis désolée, tu sais, je me suis pas rendu compte que ça allait si loin, tu sais, que ce que j'ai fait ou ce que j'ai dit irait si loin. Puis, ben, je vais faire attention justement pour protéger ta sensibilité davantage quand on va être dans des contextes comme ça. Donc, ça, c'est une belle façon de répondre. Puis,
même si on n'a rien fait, puis dans le sens qu'on a été de bonne foi, mais oui, la personne, il y a quelque chose qui a réagi, il y a une souffrance qui était en arrière-plan, puis qui a explosé, puis peut-être que ça l'a explosé devant nous, mais c'est peut-être 20 ans d'accumulation par rapport à toutes sortes de choses. Puis là, c'est sorti. La personne, elle se retrouve avec une entité parce que ça dérape complètement. Ça va bien au-delà de la situation, du contexte, tu sais. Donc, c'est la personne centrique va aider la personne qui dérape à prendre conscience d'elle-même. Je trouve l'effet que ça fait très souvent, c'est comme si la personne centrique devient un miroir pour l'autre. C'est comme dire, bon, ben, moi, j'embarque pas, donc en embarquant pas dans le jeu de l'entité, tu as des chances davantage de prendre conscience de toi-même. Mais des fois, ça marche pas. On se comprend, là. Des fois, ça marche pas. Dans des contextes d'entités très, très, très rusées, je les appelle les entités surmentales. Ces entités-là sont des fois très difficiles à démasquer. Puis la personne peut chercher à les défendre jusqu'au bout, jusqu'au bout, jusqu'au bout. Donc, dans des cas comme ça, ben, le rapport à l'autre, on a une décision à prendre. Est-ce qu'on est capable de vivre un rapport à l'autre qui est agréable pour les deux? Ou est-ce qu'il y en a un qui paye toujours le prix? Est-ce qu'il y en a un qui est continuellement manipulé? Donc, c'est important de dire, OK, bon, ben oui, je peux avoir de l'amour pour l'autre, d'écouter l'autre, mais en même temps, ben est-ce que j'ai assez d'intelligence aussi pour dire, ben cette relation-là ne me convient plus parce que je suis pas capable d'avoir un lien avec l'autre ego. Il y a toujours des entités qui sont là, qui viennent brimer la relation, puis la personne, en plus, elle les défend. Donc, des fois, on a des choix à faire dans notre vie, de dire, bon, ben, est-ce que je veux être en relation avec quelqu'un qui est toujours rempli d'entités, ou est-ce que c'est des entités qui répondent quand je parle, ou est-ce que je préfère être avec quelqu'un, justement, où est-ce qu'on peut se parler, on est capable d'aller dans le fond des choses, il y a une transparence face à l'autre, il y a une lucidité, donc les deux voient ce qui se passe, puis on n'essaie pas d'écraser l'autre, on n'essaie pas de mettre l'autre dans le coin. Donc, c'est vraiment, on voit comment c'est complexe, ce rapport-là à l'autre, la communication avec l'autre. C'est tellement fondamental, cette communication-là. Puis je réalise, les gens ne savent pas comment communiquer dans les relations. Les gens sont pris dans toutes sortes de situations, ils ne savent pas comment réagir. Ils figent ou bien ils commencent à attaquer ou sont pris au dépourvu. Ça peut même aller jusqu'à la violence physique, psychologique, parce qu'on se fait prendre au dépourvu puis on ne sait pas comment agir. On se fait amener au bout de nos souffrances, au bout de nos tolérances, puis finalement, on bascule dans une zone qui peut même nous faire peur. Tu sais, si on va dans les extrêmes, tu sais, les personnes qui vont tuer le père, la mère, l'enfant, le conjoint, ben on se dit, mais comment ça qu'un ego peut se retrouver là, dans la relation à l'autre? Comment ça qu'il peut être amené même à tuer l'autre? Donc, la réponse, qu'est-ce que c'est? Elle est très simple. L'ego a touché à une partie de lui-même qui était trop sensible, qui ne pouvait pas supporter. On pourrait dire l'ego avait une faille qui est là depuis souvent toute la vie. Il y a une sensibilité. Ensuite, il y a des événements dans la vie qui viennent, on pourrait dire, râper cette sensibilité-là. On a déjà une blessure, puis là, il y a des événements qui viennent râper, puis dire aïe, aïe, aïe. Puis là, tout d'un coup, ben, il arrive un événement de trop, il y a la goutte de trop dans le vase, puis là, tout d'un coup, ça déborde. Puis qu'est-ce qu'on pourrait dire? Ben, la personne se retrouve dans une zone, dans sa psyché, où est-ce qu'elle ne peut pas supporter ce qui se passe. Puis là, il y a une entité qui prend complètement le dessus. Donc, tous les cas, justement, de violence conjugale, c'est ça qui se passe. Qu'on parle de santé mentale, il y en a qui disent « Ah, mais ça doit être des problèmes de santé mentale. » Oui, puis non. Est où la ligne de la santé mentale? Est-ce que santé mentale, c'est toujours quand il y a un chevauchement d'entité? Est-ce qu'on peut être chevauché sans avoir un problème de santé mentale? Ben oui, absolument. Il y a des gens qui sont stables toute leur vie, puis là, d'un coup, ils rentrent dans un événement, disons, on pourrait parler, disons, un couple, que les deux apprennent à se connaître, ils se rencontrent. Ça peut aller super bien pendant des années, des années. Puis là, tout d'un coup, il y en a un des deux qui commence à tellement aimer l'autre que là, il se sent vulnérable, puis là, il se sent plus fragile. Puis là, tout d'un coup, la personne peut commencer à développer ce qu'on peut appeler une forme de jalousie,
non pas une peur de perdre l'autre, parce que ça peut être quand même simple. Dire, ben, j'ai peur de te perdre, on voit qu'il y a un attachement auquel on tient. Donc, quand on est dans cette zone-là, on est quand même correct. Mais de dire, j'ai peur de te perdre, mais je te retiens, puis je t'empêche de t'habiller comme ça parce que tu vas attirer le regard des autres. Je veux pas que tu aies des amis du sexe opposé parce que c'est dangereux pour moi. Je veux pas que... Puis là, tout d'un coup, la personne qui se retrouve à aimer beaucoup, trop par rapport à sa vulnérabilité, ben là, développe une forme de jalousie possessive, puis ça peut amener justement à un contrôle psychique. Puis regardez ce qui peut se passer dans la relation à l'autre. Qu'est-ce qui arrive? Ben, la personne qui développe une jalousie dans le temps, c'est que là, elle est dans une zone de vulnérabilité intérieure. Il y a une entité qui vient prendre la place, qui disent, bon, ben là, il faut contrôler l'autre. Donc, une entité la contrôle pour qu'elle contrôle l'autre. Là, on fait aïe, 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 on est dans un chaînon, là. C'est plus juste moi et moi, là. On est, OK, il y a une entité sur moi qui essaie de contrôler l'autre. Puis ensuite, qu'est-ce qui arrive très souvent dans des relations assez intimes? Mais même pas nécessairement intimes, mais souvent, c'est dans ce cadre-là qu'on va le voir. L'entité de la personne jalouse va commencer à même parler dans la tête de l'autre personne qui va commencer à changer ses comportements pour ne pas déplaire à l'entité, pour pas avoir ou subir le préjudice de l'entité qui chevauche l'autre personne. Donc là, on fait « Oh là là, OK, donc une entité chevauche une, elle peut essayer d'aller chercher l'autre parce que c'est toujours ça. L'entité va, c'est comme dire un estomac géant, là, elle veut toujours se nourrir de plus, plus, plus. Donc elle se nourrit de la personne, elle va essayer de se nourrir de l'autre. Puis ensuite, l'autre se retrouve assujetti sous une forme de coupole. Puis si elle ne se rend pas compte qu'elle commence à avoir des pensées qui ne font pas sens, ben exemple, je vais au magasin, je vais me changer parce que ma jupe est trop courte, je peux pas aller au magasin avec cette jupe-là. Voyons, pourquoi je me changerais, là? Elle est correcte, ma jupe, tu sais, elle va jusqu'aux genoux, là. Je suis pas obligée d'avoir une jupe jusqu'aux chevilles pour aller au supermarché. Donc, c'est que tout d'un coup, il se met à avoir des aberrations. La personne sort plus, elle appelle plus certains de ses amis parce que là, de peur que l'autre réagisse, puis là, d'un coup, elle se retrouve isolée. Donc, on voit comment que la relation à l'autre, le rapport à l'autre peut être foncièrement contrôlé par des entités. Puis on dit, mais est où la relation humaine, le réel entre les deux, la rencontre des deux égaux? Tu sais, puis dans beaucoup de couples, on peut voir que ça devient dysfonctionnel. On n'ose plus parler, on n'ose pas dire telle chose à l'autre parce que ça va nous mettre trop vulnérables. Mais si je dis ça, tu sais, l'autre va me laisser, puis je veux pas le perdre, alors je le dis pas. Puis là, on voit, il y a toutes sortes de jeux. Ben, tous ces jeux-là sont régis par quelque chose. On dit, OK, ben, il y a de la manipulation, on n'est plus dans la transparence. Puis plus on est intime dans une relation, mais plus il serait supposé d'avoir de transparence, plus on serait supposé d'être ouvert, plus on serait supposé de pouvoir tout dire à l'autre. Mais c'est pas nécessairement le cas. Puis pourquoi que c'est pas le cas? Ben justement, là, il faut aller creuser puis dire, est où la vulnérabilité? Où est-ce qu'on veut pas aller dans ce lien-là à l'autre pour aller encore plus profondément dans la relation? Parce que souvent, les individus vont s'empêcher de réellement se donner à l'autre, se donner à la relation parce que on a peur, parce que. Ben oui, mais j'ai peur de perdre l'autre. Mais ce que les gens réalisent pas, c'est que si on va au fond des choses, on est capable d'être transparent. Puis, disons l'exemple extrême, on pourrait dire, une personne qui trompe son conjoint, tu sais. Regarde, je suis allée ailleurs ou je vais ailleurs depuis 15 ans ou pendant 5 ans, je suis allée ailleurs, je te l'ai jamais dit. Ben là, on peut dire, mais si je lui dis, la personne va me laisser. Mais c'est dire, mais si je lui dis, puis on est capable d'en parler, puis je dis au conjoint, par exemple, j'ai encore envie d'être avec toi, puis je te l'ai pas dit à l'époque parce que j'avais peur de te perdre, parce que quand même, avec toi, je voulais continuer. Mais j'avais ce besoin d'aller à l'extérieur, c'était plus fort que moi. Il y a quelque chose qui m'a amené à l'extérieur, puis qui m'a empêché de te le partager. Puis aujourd'hui, je suis pris avec une sorte de regret, de culpabilité, de tension interne. Puis j'aimerais ça qu'on en parle. Puis
aujourd'hui, au moment qu'on se parle, mais je serais prête à dire plus jamais ça va arriver tellement que j'en ai souffert, tu sais. Puis parlons-en, puis le couple, s'il survit à ça, il va être plus fort. Puis il va avoir une plus grande complicité, puis la relation va être plus grande, la relation va être approfondie parce qu'on va avoir osé aller là. Puis si la relation, ben finalement, est finie due à ça, ben on pourrait dire le choc de l'un et de l'autre va changer leur vibration, puis la personne qui a trompé pourrait dire ben plus jamais, puis la personne qui le subit, mais elle a aussi quelque chose à regarder dans ça, dire mais pourquoi est-ce que la communication était pas là? Est-ce que des fois l'autre personne voulait me parler puis je voulais pas en parler? Donc les deux ont un examen de conscience à faire, tu sais. Est-ce que je peux t'interrompre 5 minutes, Ben Sandra, oui, ben par oui. rapport, parce que quand tu parles de ce sujet, moi, il y a quelque chose qui m'interpelle, c'est quand tu dis, on va donner, heu Tu viens de fermer ton micro. oui, excuse-moi, quand on parle de culpabilité, Oui, pour moi, quand tu dis à l'autre: «Oui, je t'ai trompé pendant 15 ans», lui, il avait de la culpabilité envers lui par rapport à ce qu'il avait fait à sa femme, mais est-ce que cette culpabilité, en lui parlant de tout ça, bah, en fait, ça lui transmet pas à elle, cette culpabilité? Et d'un coup, elle porte cette culpabilité à sa place parce que lui, il s'est dédouané et tout. Ouais, c'est tranquille, je l'ai donné. Mais c'est après, c'est à la personne aussi, en face, est-ce qu'elle est prête d'entendre ça? C'est ça où je me pose la question, parce qu'il y a c'est pas simple, hein. Je prends cet exemple-là parce que tu en as parlé. Mais voilà, oui, est-ce que c'est aussi à soi, par rapport à l'autre, de dire: «Est-ce que la personne qui est en face de moi, même si je veux vivre avec elle, est-ce que je dois lui parler de tout ça?» Parce que c'est peut-être pas pour le moment pour elle d'entendre ça, parce qu'elle va le porter maintenant, je vais porter la culpabilité, je vais la lancer à elle, puis elle, elle va se débrouiller avec quoi, au final. oui. En fait, la personne, disons, qui sort de son couple pendant 15 ans, qui se sent coupable, qui a cette tension-là interne, qui décide d'en parler, bien évidemment, il faut choisir le moment d'en parler. Ça, évidemment, tu sais, on choisit le moment qui est le plus adéquat possible. Euh, Après ça, ben, est-ce que je transfère la culpabilité à l'autre? Ben, je dirais pas que c'est la culpabilité. Là, l'autre, c'est sûr qu'il va avoir toutes sortes d'émotions. Ça va provoquer quoi? Ben, ça peut provoquer de la tristesse. Ça peut provoquer un sentiment de trahison. Je me sens trahi, donc la tristesse va venir jouer dans ça. Ça pourrait amener de la colère. Donc là, il y a toutes sortes d'émotions, évidemment, qui vont être soulevées, qui seront pas nécessairement de la culpabilité, parce que la personne qui a trompé pendant 15 ans, elle se sent coupable, elle le dit, puis dire, ben regarde, j'ai envie qu'on mette tout sur la table. Peut-être l'autre va dire, ben moi aussi, je t'ai trompé pendant 15 ans, on est quitte, tu sais. On le sait pas, tu sais. Finalement, on va vraiment bâtir quelque chose de beau ensemble parce qu'on va être capable de tout se dire, puis tu sais, c'est ça qui devient intéressant parce que les gens s'attendent toujours au pire scénario, puis l'autre pourrait répondre, mais je le savais, puis ça me fait tellement du bien que tu me le dises, tu sais, parce que j'avais de la difficulté à m'offrir à toi, sachant que tu le savais, que je le sais, puis que finalement, on se l'est jamais dit, tu sais. Donc, c'est intéressant de voir d'autres aspects, tu sais, pas toujours le drame, mais oui, s'il y a un drame qui arrive, bon, mais c'est normal que ça puisse aussi générer de la tristesse pendant un moment, de la colère pendant un moment, un sentiment de trahison, oui, bien sûr. Mais qu'est-ce qui arrive, tu sais? C'est comme si les gens ne veulent pas vivre l'émotion, sont toujours en fuite, tu sais. Donc, la personne qui le sait, qui s'en doute, pourquoi elle n'en parle pas à l'autre? Mais j'ai l'impression que ça fait plusieurs femmes qui passent, tu sais, dans ta vie, puis ou que c'est la même pendant 15 ans, mais peut-être que c'est plusieurs, tu sais. Puis dire, mais ça serait intéressant qu'on s'en parle. La personne qui s'en doute, pourquoi qu'elle ne dit pas? Ben, elle a une raison aussi. Donc, elle est en fuite aussi, parce que très souvent, les gens s'en doutent, tu sais. Les gens, c'est pas des cons, tu sais. C'est comme, faut arrêter de prendre les gens pour des cons. Alors, c'est dire, bon, mais est-ce qu'on peut mettre les choses sur la table? Est-ce qu'on peut se parler? Puis, si tristesse, il doit y avoir, puis possiblement que les deux pourraient se retrouver en larmes, ça fait partie des scénarios possibles. Mais qu'est-ce qui arrive? Ben, chacun vont
vont se laisser traverser par cette énergie-là de tristesse. Puis qu'est-ce qui arrive lorsqu'ils font ça? Ben, ils accroissent leur sensibilité. Ça, c'est important de le savoir. Si on fuit la tristesse, on plafonne. Mais si on est capable de la vivre, de l'exprimer, de rentrer dedans, de pas essayer de l'étouffer, tu sais, ben, automatiquement, notre sensibilité est plus grande, notre compréhension de nous-mêmes et de l'autre devient plus grande. Donc, il y a quelque chose de grand dans cette capacité-là de dire « allons-y », puis non, c'est pas facile, puis même si on pleure tous les deux, on va y aller, tu sais. Puis après ça, mais qu'est-ce qui peut arriver? Mais oui, il peut y avoir de la colère. Donc, ça peut être, les deux peuvent ressentir une certaine forme de colère, mais probablement plus la personne qui a été trompée. Mais c'est jamais simple comme ça, tu sais. Peut-être que la personne qui a trompé, ben ça fait des années qu'elle subit quelque chose, puis que l'affection, il n'y a pas de retour, puis tu sais, si c'est arrivé, c'est qu'il y a déjà un problème dans le couple, puis déjà on n'a pas parlé avant même qu'on est allé ailleurs, tu sais. Puis c'est là qu'on voit la complexité. On fait, ah ben oui, tu sais, c'est plus complexe qu'un événement. Parce que cet événement-là, il y a d'autres choses en arrière où est-ce qu'on n'a pas été capable de vivre notre relation avec l'autre de manière fluide, transparente, lucide, puis de manière absolue. C'est sûr qu'il y a eu de la fuite, c'est sûr qu'il y a eu du non-dit, c'est sûr qu'il y a eu un trouble de communication, parce que sinon, il y en a un qui serait pas parti, puis peut-être les deux, dans l'exemple, les deux seraient partis, ben il y a une raison pour laquelle c'est arrivé. Donc, il y a quelque part que les deux n'ont pas su se rejoindre l'un l'autre dans ce qu'ils vivent, dans leurs émotions, ça peut être physique, ça peut être psychologique, ça peut être... Donc, c'est vraiment ça. Puis, si on en parle, ben, s'il y a la colère qui monte, comme j'ai, ben, elle montera, mais ensuite, est-ce que la personne blâme l'autre? Est-ce que le réflexe de la personne qui reçoit l'information, ah, mais c'est de ta faute, maintenant il va falloir se séparer, puis là, si c'était pas arrivé, là, tu mets toute la famille à l'envers. Attends, j'ai pas dit qu'on se séparait, là, je t'en parle justement parce que j'ai envie qu'on passe à un autre niveau de la relation, qu'on soit capable de tout s'exprimer, puis mais là, ça se peut que la personne parte en dérape, là. Mais si la personne part en dérape, puis là, tout d'un coup, elle te met tout ça sur toi, ben, on peut dire, elle diffracte sa colère, elle n'est pas capable de vivre une colère saine. C'est quoi vivre une colère saine? Ben, de savoir que justement, cet événement-là devait arriver pour apprendre à contenir cette énergie-là. Puis c'est quoi contenir cette énergie-là? Ben, c'est d'être capable de dire, OK, mais si je vis ça, c'est parce que si j'ai tant de colère, il faut que je sois capable de dénoncer. Mais est-ce que je dénonce face à l'autre ou je dénonce face à l'esprit? Les gens sont habitués de dénoncer face à l'autre. C'est tout le temps la faute de l'autre. Hein? Nous, on est tout le temps correct. Mais on oublie que notre esprit crée tous les événements pour nous. Tu sais, les événements qui arrivent, c'est jamais un hasard. Donc, pourquoi qu'on est en couple avec quelqu'un, que cette personne-là nous trompe, ben c'est parce qu'il y a quelque chose qui doit être vécu, puis là, on s'en doutait, puis on n'a pas parlé, puis là, finalement, on en parle, puis là, la colère monte, puis la trahison, puis c'est de ta faute. Puis donc, toute cette énergie-là de feu, ben il faut que la personne soit capable de la renvoyer à son esprit, puis dire « Pourquoi tu me fais vivre ça? » Puis si elle est capable de le faire, plutôt que de renvoyer son feu à l'autre via une entité, hein, on n'oublie pas, là, tu sais, si on diffracte une entité. Donc, si je diffracte puis je renvoie tout ça à l'autre via une entité, là, on vient de s'envenimer, là, ça va plus. Si j'envoie cette énergie-là à mon esprit, puis je dis, pourquoi tu m'as fait vivre ça? Puis là, l'esprit peut dire, ben, ça fait longtemps que j'attends que tu me parles, hein? Parce qu'à partir du moment qu'on commence à se parler, ben, on peut commencer à créer notre double. Ah, ben oui. Donc, l'évolution de l'être humain va toujours passer par la non-diffraction de l'émotion. Puis il faut être capable d'aller jusqu'au bout de l'émotion tout le temps. Mais les gens sont tout le temps en fuite. Ils ont peur. Ils ont peur de perdre l'autre. Ils ont peur de perdre la relation. Ils ont peur d'être vulnérables face à l'autre. Puis ils s'empêchent d'évoluer parce qu'ils s'empêchent d'aller dans le fond de l'émotion. C'est pourtant la notion la plus fondamentale pour toute personne qui s'intéresse à une évolution de conscience, c'est de vivre l'émotion. Là, je dis l'émotion, je dis pas l'émotivité, on mêle pas les choses. L'émotivité, c'est quand je dérape, quand je blâme l'autre, quand je suis en colère, quand je blâme l'autre parce que si tu m'avais pas laissé, je vivrais pas toute cette peine.
Puis, tu sais, c'est que les gens sont tellement tout de suite dans le réflexe de blâmer, puis de mettre la charge sur l'autre, puis ils oublient qu'il y a un troisième joueur dans le scénario, puis un quatrième si on compte l'esprit de l'autre. Les deux esprits, ils se parlent, puis ils créent justement un événement pour que les deux évoluent, pour qu'un jour, ces deux égos-là puissent grandir en conscience. Puis les années de grandir en conscience de manière psychologique, là, hey, c'est assez, là. On n'est plus rendu au développement psychologique de l'être humain, on est rendu au développement psychique. Puis le développement psychique inclut d'inclure le rapport avec l'esprit dans la relation. Parce qu'au début, je vous disais, OK, il y a un ego, il y a un autre ego, puis il y a des entités. Mais il y a un autre aspect qu'on n'avait pas encore parlé. Chacun a un esprit aussi. C'est l'esprit qui crée l'événement. Tout ce que vous vivez, c'est créé par l'esprit. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Vous échappez votre tasse de café sur votre cuisse en plus, brûlure. C'est l'esprit. Vous cognez le petit orteil sur le cadre de la porte, c'est encore votre esprit. Il génère tous les événements pour qu'un jour l'ego se réveille à la réalité de l'esprit, qu'il commence à avoir une communication entre les deux. Puis ça peut, oui, prendre plusieurs années, mais l'ego peut parler à l'esprit, même s'il n'y a pas de réponse au début. Puis plus il avance, plus il va avoir des réponses au pourquoi il vit ceci ou cela. C'est ce qu'on appelle la fusion avec l'esprit. Donc là, l'ego devient un ego-esprit, développe une conscience immortelle, puis là, on est rendu dans l'évolution, justement, de la nouvelle race psychique sur la Terre. À un moment donné, il faut sortir de la réaction, puis de la fuite, puis de la réaction, on se comprend, psychologique, subjective, fuite, psychologique, subjectif, fuite. Il faut sortir de là, là. Puis la sortie, c'est de savoir qu'il existe un invisible, comme on dit au début, savoir qu'il existe des entités qui vont essayer de me jouer dans ma tête, savoir que mon esprit qui crée tous les événements, puis mon esprit, il sait très bien qu'il y a des entités qui vont rentrer dans mon énergie s'il m'envoie trop d'énergie. Mais lui, il le fait quand même parce qu'il sait qu'un jour, il faut que je prenne conscience de l'invisible. Donc, tout ça, c'est voulu, c'est su pour que l'être humain puisse grandir en conscience avec lui-même et dans le rapport à l'autre. Alors, moi, j'ai une question. Est-ce que l'esprit passe par l'âme dans le choix du partenaire? Est-ce qu'ils peuvent travailler ensemble dans le choix du partenaire? Parce que l'âme peut magnétiser en fonction des expériences antérieures, mais l'esprit, il est toujours là. Donc, est-ce qu'il peut y avoir un jeu comme ça ensemble entre les deux? C'est une belle question. Déjà, mais je vais définir l'âme pour ceux qui connaissent pas nécessairement tout mon travail. Donc, l'âme, c'est les corps. Corps physique, corps subtil. Donc, tout le mémoriel que l'on transporte. Donc, chaque personne a une conscience, on pourrait dire l'ego, conscience, un esprit. Puis, on va ensuite dire, chaque personne a une âme, donc a un véhicule physique, des véhicules subtils qui contiennent le mémoriel de cette vie-ci et de toutes les vies passées. Donc, de toutes les expériences vécues avant. Donc, on pourrait dire, oui, c'est certain que l'esprit, il va considérer l'âme dans le choix du partenaire, mais si on va plus loin que ça, chaque âme, chaque véhicule a une conscience qui va avec. Alors, l'esprit va choisir, oui, l'âme, donc le véhicule, et va choisir la conscience qui habite ce véhicule-là. Parce que, par exemple, ça fait 30 vies qu'on est amis, ça fait 30 vies qu'on est en couple, ça fait 30 vies que je suis la mère, puis ensuite, ça, c'est la fille, puis la fille devient la mère, puis ensuite, on joue dans ça, tu sais. Donc, dans le rapport humain, les individus qui se connaissent vont se recroiser beaucoup, beaucoup, beaucoup. Puis, on reconnaît les gens juste vibratoirement. Des fois, vous croisez quelqu'un sur la rue, puis tout de suite, vous l'aimez, vous dites « Wow! » tu sais, mais c'est pas pour rien que tout de suite, vous l'aimez, parce que vous reconnaissez la personne. C'était ma sœur, c'était ma cousine, c'était ma meilleure amie, il y a un bagage qui est partagé. Puis, à l'inverse, vous croisez quelqu'un dans la rue, puis voyons, il me semble que je l'aime pas. Tout de suite, il y a une réticence. Oui, ça peut être une problématique parce que il y a un taux vibratoire moindre. La personne peut avoir une entité, vous ressentez l'entité, mais c'est peut-être quelqu'un qui vous a tué dans une autre vie.
dans une chasse aux sorcières, c'est peut-être quelqu'un qui vous a trahi, c'est peut-être quelqu'un que X, Y, Z. Donc, ce bagage-là, il est très présent. Donc, l'esprit, certainement, quand il crée des événements, il va s'organiser que ce soit avec les bonnes personnes qui ont justement un bagage en lien avec nous. Puis, tu sais, il y a des gens, des fois, on les reconnaît tout de suite, on rencontre des gens, puis on dit, il me semble, j'ai jamais vu ou connu cette personne-là. Tu sais, on a de la difficulté à placer les premières briques d'une relation parce qu'on se sent loin l'un de l'autre dans le rapport expérientiel du passé, donc qui est inscrit dans l'âme, dans le mémoriel. Donc oui, choix du partenaire, de la partenaire, c'est toujours l'esprit qui choisit. Hein. Ça c'est quelque chose qui est presque fâchant pour l'ego. Tu sais, l'ego il pense que c'est lui qui choisit. Tu sais, puis ça c'est vraiment quelque chose d'assez particulier. L'ego il est certain qu'il choisit son ou sa partenaire. Hey, c'est moi qui l'ai choisi. Tu sais, il est beau, elle est belle. Non, c'est jamais l'ego qui choisit, c'est l'esprit qui choisit, qui amène la personne, qui amène même la vibration de l'amour avec l'autre. Tu sais, c'est tout orchestré, puis on peut dire ouais, mais c'est fâchant dans ce cas-là. Je fais plus rien, mais l'ego ne peut pas plus rien faire. Tu sais, le rôle de l'ego, c'est de suivre l'énergie qu'il traverse. Donc, suivre l'énergie de l'intelligence, l'énergie de l'amour, suivre toutes les vibrations qu'il traverse sans diffracter. Donc, au niveau psychologique, qu'est-ce qui arrivait? Mais l'être humain, je veux ça, je veux vivre ça, je veux un couple, je veux des enfants, je veux pas de couple, je veux pas d'enfants, je veux voyager. Donc, ça reste de base, tu sais, dans la forme. Puis un jour, on réalise, on décide de rien. Puis une fois qu'on sait ça, on pourrait dire l'objectif de vie change. C'est de dire, l'objectif n'est plus tant la résultante dans la forme, mais de ne pas diffracter dans la forme pour pouvoir aboutir à une résultante dans la forme par la suite, parce qu'on n'a pas diffracté, parce qu'on a su supporter nos énergies, maintenir nos énergies. Donc, si on diffracte pas, il va y avoir des changements physiques et psychiques qui vont survenir aussi. Il va y avoir plein de choses qui vont se passer dans la vie de cet ego-là. Donc, on est rendu plus là en termes d'évolution. Donc voilà. Alors oui, l'esprit va considérer le bagage mémoriel, bagage animique, c'est tous des synonymes que je vous donne. Donc oui, l'esprit considère ça dans justement le rapport à l'autre, là. Quand on rencontre quelqu'un, lui, il a un bon bagage de vulnérabilité, il pourrait devenir jaloux. Bingo, c'est avec cette personne-là qu'il faut être pour être capable de grandir en identité face à l'autre, tu sais, parce qu'il n'y a rien pour rien. Si je me retrouve avec, disons, un homme jaloux, je suis pas avec un homme jaloux pour rien. Peut-être qu'il faut que j'apprenne à me définir davantage. Faut que j'apprenne à définir quelles pensées sont les miennes, quelles pensées viennent de l'entité de l'autre. Il va falloir que je mette mes limites, puis que, tu sais, il y a beaucoup de choses derrière la relation. Donc, je pourrais pas blâmer un homme jaloux d'être jaloux avec moi, mais jamais de la vie. Donc, je vis la relation jusqu'à temps que ça me convienne plus. Si ça me convient plus, je m'en vais. Puis là, lui, il s'en vient me tuer parce qu'il est pas content. Tu sais, on se retrouve avec toutes sortes de situations comme ça. Puis, c'est dire, qu'est-ce qui se passe dans ça? C'est de faire une gestion la plus correcte possible, tu sais, parce que ça, je l'ai quand même déjà vécu une fois, tu sais, on s'en venait me tuer parce que, justement, la jalousie était rendue à l'extrême, puis moi, j'ai voulu quitter, puis il a fallu ramener cette personne-là, cet homme-là, de dire, OK, on va lui parler, mais en essayant de parler à l'ego, de calmer le feu, calmer la colère, puis dire, puis évidemment, c'est pas moi qui pouvais faire ça, étant donné que j'étais le sujet justement de la problématique, mais il y a une tierce personne qui est venue, puis qui lui a parlé, puis qui l'a calmé, tu sais, puis finalement, ça a super bien fini. Ça finit pas toujours bien, ces histoires-là, mais on comprend qu'il y a une utilité. Moi, j'ai pas vécu ça pour rien. Tu sais, on peut plus blâmer l'autre, puis ça, c'était une relation, il était tellement jaloux, puis ci, puis ça. Non, moi, je suis encore, tu sais, ça fait plus de 25 ans, cette histoire-là, mais encore aujourd'hui, moi, je suis capable de vibrer au réel de cet homme-là, de dire, il était tellement beau, il était tellement sensible, mais justement, il y avait une vulnérabilité dans laquelle il pouvait pas faire face, puis on n'a pas été capable ensemble, en tant que couple, de dépasser cette faille-là chez lui, tu sais,
fallait que ça se rende à une extrême. Puis ensuite, ben, il y a eu le retour de l'énergie, puis 20 ans plus tard, il est revenu vers moi, puis il s'est excusé, tu sais. C'est beau. Tu sais, c'est quand même, quand on comprend le processus que vit l'individu, c'est magnifique, même si parfois c'est pas toujours facile sur le moment, tu sais. C'est le processus qu'on fait, mais c'est extraordinaire quand même, tu sais. Donc, je déborde un peu de la question, là. Au contraire, ça remplit bien la question. Et parce que comment on peut pas savoir, mais comment on peut avoir une indication. Je comprends très bien le fait que de vivre une relation, ça nous nourrit, ça nous permet de dépasser ces lignes de temps où on doit apprendre, on doit avoir cette réflexion de vivre cette émotion-là ou ce phénomène-là. Mais il y a aussi une possibilité de pas c'est d'aller, cette déchirure parce qu'on parle je veux vraiment parler de déchirure parce que je pense que c'est la question d'après, plutôt, de retrouver, la cette déchirure-là, l'autre, en fait, pour en former qu'un, en fait. Je veux pas appeler fusion ni rien du tout parce que c'est pas ça, c'est vraiment se retrouver, se retrouver en fait, comme si on s'était perdu et en fait on s'est retrouvé. Je veux pas nier, il y a plein de mots, spirituels qui sont là, qui sont présents, flamme jumelle et cetera, mais c'est pas du tout ça que je veux. C'est vraiment dans un autre c'est mémoriel, vraiment dans un plan, surmental et supramental où d'un coup, on voit, que le couple se réunisse, mais pour, former qu'un en fait. C'est un Dans peu cette le but le but de la création d'un couple, c'est ça? Oui, tout à fait. Donc, si on résume le processus, c'est quoi la déchirure? Mais c'est vraiment la séparation du principe féminin du principe masculin. Initialement, notre conscience était sur le plan supramental et unie avec une personne du sexe opposé. Donc, comme une batterie, un pôle plus et un pôle moins, les deux ensemble font que la batterie peut fonctionner. Puis, ça forme un corps commun. Alors, donc une sphère commune. Alors, initialement, notre conscience était solaire, donc oui, dans le soleil, avec un principe féminin, un principe masculin qui occupait une unité commune. Puis la déchirure, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est vraiment à partir du moment que la conscience qui était dans le plan supramental a chuté vers le plan surmental. Donc, il y a une perte d'énergie, perte du principe d'amour. Puis ensuite, on s'est retrouvé avec quoi? Ben, un esprit féminin et un esprit masculin sur le plan surmental. Ensuite, qu'est-ce qui est arrivé? Ben, il y a eu encore une autre perte d'énergie, perte du principe de l'intelligence, puis on s'est retrouvé en tant qu'égaux féminins et masculins sur la Terre. Donc, nous sommes des êtres sexués parce qu'il y a eu déchirure. Ça, c'est important de le comprendre. S'il n'y avait pas eu déchirure, nous ne serions pas des êtres sexués, mais des êtres sphériques, comme le Soleil. Alors, cette fameuse déchirure-là, moi, j'aime bien faire le lien, c'est de dire, bon, le principe masculin est sorti du lit un matin. Le lit, on pourrait dire, c'est le plan supramental. Il sort du lit, puis là, il découvre le plan surmental avec son individualité masculine. Fait, waouh, mais c'est beau, c'est intéressant. Hey, attends que je dise ça à ma copine, tu sais, à mon amoureuse. Puis là, après un certain temps, il revient, la porte est verrouillée. Il dit, voyons, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi qu'elle m'ouvre pas la porte? Puis là, elle, qu'est-ce qui s'était passé pendant ce temps-là? Elle a dit, elle se réveille, il est où mon amoureux? Il est plus là? Quoi, je suis pas belle? Il m'aime plus? Est-ce que j'ai fait quelque chose? Mais puis là, d'un coup, elle se sent coupable. J'ai dû faire quelque chose. J'ai dû faire quelque chose. J'ai pas été assez là pour lui. Puis là, il y a l'homme qui est de l'autre bord de la porte. Puis là, d'un coup, il se sent coupable. Mais voyons, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis tellement contente de revenir vers ma douce. Et puis là, la porte est fermée. Mais là, qu'est-ce qui se passe? Puis là, la tristesse, la colère, la culpabilité. Puis là, on voit que les deux se retrouvent dans cette dynamique-là. Là, on n'est même pas des égos incarnés. On est encore sur le plan de l'esprit. Puis surmental, puis supramental, tu sais. Puis là, c'est de dire, OK, tous ces mécanismes-là psychologiques, l'ego les vit dans sa vie à lui parce que ça fait partie de son passé, ça fait partie de sa déchirure. Puis pourquoi que je dis c'est si important de vivre la déchirure, donc de rentrer dans la tristesse plutôt que la fuir, de peur de blesser, de ci, de ça. Faut y aller. En y allant, on intègre l'énergie de la déchirure, puis comme je disais plus tôt, si on rentre dans la tristesse, on accroît notre sensibilité, puis on comprend plus aussi la sensibilité de l'autre, parce qu'évidemment,
plus je suis sensible, plus je vais être capable de comprendre ta sensibilité. Moins je suis sensible, moins je vais être capable de te comprendre. Donc, le fait de se permettre d'aller dans la déchirure, de dire, OK, il arrive quelque chose dans la relation, on va dans la déchirure, que ce soit une rupture ou un événement difficile, une nouvelle difficile, on y va, on pleure. Donc, on pleure quoi finalement? Ben, la séparation du féminin masculin, parce que dans notre fondement, dans nos tripes, là, c'est normal d'être combiné complètement avec le féminin et le masculin. C'est normal que ça soit combiné, puis c'est pas normal que ça soit pas combiné. Puis on a ça vraiment dans notre nature intrinsèque, c'est ce besoin-là de fusion avec l'autre, de vibrer avec l'autre complètement, d'être un avec l'autre. C'est pour ça que les gens recherchent la compagnie, puis ils recherchent le couple très souvent. Puis évidemment, il y en a qui ne recherchent pas, qui a des traumatismes en arrière, qui ont une vulnérabilité, qui sont pas prêts à aller. Donc ça, c'est encore d'autres choses. Il faut le comprendre. Les êtres humains psychologiques sont pleins de fuites. Il y a plein de choses que ben, ça a été trop dur, alors je le referai plus. La vie passée, ben, j'ai eu un enfant, puis c'est un mort-né, donc dans ce vie-ci, je veux plus d'enfant. On comprend, on est dans ça, beaucoup, beaucoup. Donc, j'ai été trop blessée, ben, je veux plus de couple, parce que c'est trop, ça fait trop mal. Donc, c'est comme si je m'empêche d'aller dans la déchirure. Si je m'empêche d'aller dans la déchirure, je m'empêche de grandir en sensibilité. Si je m'empêche de grandir en sensibilité, ben, je m'empêche d'accéder aux vibrations supramentales, littéralement. Parce que lors de la descente, oui, on a déchiré pour se retrouver en plan surmental, ça l'a fait très mal. Mais pour remonter en conscience vers le plan supramental, c'est le chemin inverse. Donc, toute la douleur de la déchirure, de la diffraction qu'on a vécue à ce moment-là, c'est de dire, faut revivre le même processus sans diffracter. Autrement dit, je dois pouvoir revivre la déchirure sans diffracter. Donc, sans tomber dans les idées suicidaires, sans blâmer l'autre, sans me faire prendre par aucune entité. Puis quelqu'un qui est capable de vivre la déchirure sans se faire prendre par aucune entité, que ce soit le découragement ou autre, tu sais, il y en a plein là, de types de pensées qu'on peut recevoir quand on est dans la déchirure. Le découragement, justement, ça va en fonction de vraiment toutes vos dynamiques personnelles. Mais l'important, c'est pas quelle est votre dynamique personnelle, est-ce que vous êtes capable de la dépasser? C'est là que ça devient important. Puis justement, la déchirure, le fait de vivre ça, mais vous intégrez plus de sensibilité, vous intégrez plus d'amour. Donc, si on parle de processus justement d'élévation de conscience, mais dans un premier temps, on parle de fusion avec l'esprit. Donc, on devient l'esprit, l'intelligence de l'esprit, on y a accès parce qu'on communique, on devient un être multidimensionnel. Puis par la suite, mais c'est la même chose avec l'esprit universel qui, lui, est sur le plan supramental. L'esprit est sur le plan surmental. L'esprit universel est sur le plan supramental. Donc, comment est-ce qu'on peut commencer à fusionner avec l'énergie de l'esprit universel, à s'infuser de cette énergie-là? Bien évidemment, ça va passer par l'intégration de la déchirure. Donc, plus j'intègre ma déchirure, mais plus je me fais solariser au niveau de ma psyché, mais au niveau de mon corps physique, de mes corps subtils. Donc, mon mémoriel va devenir de moins en moins évolutif, va devenir de plus en plus évolutif, dit solaire. Donc, une expression qu'on utilise beaucoup dans le domaine supramental, on va parler de mémoire solaire. Donc, on va solariser nos mémoires. Puis une mémoire qui est solarisée, qu'est-ce que c'est? Mais c'est une mémoire qui ne génère plus d'obstacles. Il n'y a plus de blocage, il n'y a plus de fuite. Ça traverse, c'est transparent, c'est fluide. Tout est dit, tout est révélé. Donc, on se retrouve justement avec une lucidité, une transparence. Mais il faut commencer à vivre ces états-là en tant qu'égaux plutôt que tomber dans des mécanismes de fuite psychologique tout le temps. Parce qu'il n'y a personne qui veut la vivre, la fameuse déchirure, tu sais. Oui, c'est très souffrant. Ceux qui l'ont vécu le savent très bien. Qu'est-ce que c'est? C'est dire on tombe dans le bas du baril, là. Tu sais, on peut avoir une petite déchirure, mais très souvent, il y a l'expression la nuit noire de l'âme. On est dans ça. C'est dire est-ce qu'on est capable d'y aller sans se faire jouer dans notre psyché, sans qu'aucune entité, ni astrale, ni surmentale, vienne dans notre tête puis qu'on croit à cette pensée-là. Parce qu'ils vont essayer. Ça, on peut être sûr. Ils vont essayer. Ils vont dire j'y arriverai jamais.
Mais si ça dit ça dans ma tête, moi, il faut que je sois capable de dire, ah oui, toi, tu y arriveras pas, mais moi, je vais y arriver. Il faut être capable de répondre. Parce que oui, on peut partir, on parlait de la relation à l'autre. Il y a la relation à l'autre en tant qu'être humain incarné, mais là, d'un coup, on prend une autre dimension. Il y a la relation à l'autre qui peut être une entité. Comment est-ce que je réponds à une entité qui essaie de m'imposer une pensée dans ma tête? Je peux lui dire, ben non, mais va te faire foutre avec tes pensées de merde, laisse-moi tranquille. Je pourrais lui dire ça. Ou bien, justement, s'il dit, j'y arriverai jamais, ben tant pis pour toi, mais va-t'en ailleurs. Dans mon équipe, nous, ici, on réussit, alors continue ta route, tu sais. Donc, est-ce que je suis capable de répliquer à une entité? Oui, elle est dans l'invisible, mais elle existe vraiment, puis ceux qui voient dans l'invisible les voient, les entités. Donc, il faut être capable de travailler le rapport à l'autre dans toutes ces sphères-là. On pourrait dire même un être humain décédé. Ben oui, on peut encore avoir un rapport avec cette personne-là. Il y a des êtres en astral qui sont décédés, donc on appelle ça des égos morts, donc qui ont, oui, encore un corps, qui est le corps astral, qui viennent dans le corps astral de la personne qui est vivante, puis qui se collent dessus. Donc, qu'est-ce que ça a comme conséquence? Ben, par exemple, disons, il y a une femme qui se fait coller par un homme en astral, ben, avoir de la difficulté à se trouver un couple. Elle est déjà en couple avec quelqu'un énergétiquement parlant, puis elle le sait peut-être même pas. Ça va jusqu'à la grossesse. J'ai déjà vu justement un esprit qui venait s'incarner dans une femme qui s'installait dans le ventre, puis dès la conception, pour que cette entité-là ou cet égo mort-là puisse prendre vie, puis à chaque fois qu'il y avait conception, il s'enlevait. Puis là, il revenait tout de suite après. Donc, la femme n'était pas capable de tomber enceinte parce que l'entité, à chaque fois qu'il y avait conception, d'un coup, elle avait peur, puis elle se retirait. Puis dès que la possibilité de conception s'arrêtait, elle revenait. Donc, c'est comme dire, je veux être dans ton ventre, là, mais non, peut-être pas rentrer dans un corps physique. Là. Pour l'instant, c'est trop pour moi. Donc, il y a des réalités concrètes qui ont des conséquences concrètes pour les êtres humains. Ce monde-là invisible, c'est drôlement concret. Si on ne le considère pas, mais finalement, on passe à côté d'une immense partie des solutions pour l'être humain, dire bon, ben OK, on va travailler avec cette entité-là, on va voir pourquoi qu'à chaque fois que conception, elle met le pied sur le frein, qu'est-ce qui se passe? Bon, ben on va aller étudier ça, on va aller le travailler. Mais si on le sait pas, il nous manque une grosse partie de l'équation. Puis, donc, justement, c'est ça, toute cette réalité-là occulte, invisible, puis la déchirure en fait partie, c'est de comprendre cet occulte-là, cet invisible-là. Puis, si vous êtes un être incarné sur la Terre, vous avez vécu la déchirure. Tout le monde l'a vécu. Puis, un jour, tout le monde va devoir y faire face. Donc, chacun en son temps, évidemment. C'est peut-être pas tout le monde dans la société qui peut vivre la déchirure sans diffracter, parce que la plupart des gens vont passer dans des états comme ça, à un moment ou un autre dans leur vie, mais ils diffractent. Donc, c'est comme dire, ils se préparent, ils s'entraînent pour qu'un jour, ils soient capables de le vivre sans diffracter, sans nourrir d'entité. On comprend qu'il y a ça qui est dit en arrière. Alors, c'est quand même pas banal, cette évolution-là de conscience. Ah oui, ça a l'air le fun, grandir en conscience, tu sais. Quand on étudie la spiritualité, ça peut sembler bien le fun, mais après ça, quand on réalise, OK, mais la spiritualité m'amène tout simplement à une élévation du taux vibratoire du corps astral, il y a un plafonnement. Puis pour dépasser ce plafonnement-là, il faut passer par la science de l'esprit, comprendre la science de l'esprit, intégrer l'intelligence, fusionner avec l'esprit. Puis après ça, il y a encore une autre étape. Donc, la fameuse déchirure, mais il faut être capable de la vivre sans diffracter pour pouvoir fusionner avec l'esprit universel. Donc, cette déchirure-là est fondamentale. Puis, le fait de s'engourdir pour pas la vivre, puis de je vais aller me changer des idées, je vais me médicamenter pour pas la vivre, on passe à côté d'une intégration majeure. Puis là, je suis pas en train de dire de ne pas prendre de médicaments si on est en dépression majeure. Ce que je suis en train de dire, c'est qu'un jour, il va falloir la traverser avec toute notre lucidité quand on va être prêt, parce que ça fait partie de l'évolution de la psyché humaine. Mais au niveau collectif, on est en train de fuir cette évolution-là. Puis c'est ça qui est un peu épeurant. C'est comme s'il y a tout le poids de la société qui dit « Oh non, vas-y pas, c'est dangereux. Garde, viens prendre une marche à la place, vas-y pas. Ah ben non, garde, parle-en pas. » Puis on dirait que
tout le monde fonctionne avec une sorte de peur d'aller dans cette zone-là. Puis ça se comprend parce que c'est pas agréable. Mais un jour, il faut y aller. Un jour, il faut y aller dans déchirure. Puis le jour qu'on y va, ben on se crée un espace confortable. On prend, tu sais, si on se sent vraiment pas bien, on peut prendre une semaine de congé du travail. On peut se prendre un moment de repos, tu sais, puis dire, bon, mais regarde, mes vacances, je vais les prendre tout de suite, j'en ai besoin. Je peux prendre une année sabbatique, tu sais. Il y a plein de façons de se donner un espace pour le vivre parce que ça fait partie justement de l'évolution de la psyché. Donc, on n'est plus dans « ouais, la joie, l'ascension, yeah! » On n'est plus dans ça. L'ascension qu'on parle dans le milieu spirituel, ben, c'est une élévation de la conscience astrale, comme je disais. Puis, ils savent qu'une ascension plus grande en arrière, mais l'ascension plus grande en arrière, c'est la fusion. Puis un jour, ben, il faut commencer à parler de fusion. On peut pas juste parler d'ascension parce que l'ascension passe par la fusion. Si on parle pas de fusion, ben on fait de la belle psychologie, on dit plein de choses, mais on n'avance pas. Donc, c'est vraiment à chaque être humain de dire, OK, bon, ben moi, où est-ce que je suis dans mon évolution? Est-ce que je suis prêt à rentrer là? Est-ce que je suis prêt à dire, bon, ben je me dévoile dans ma psyché, puis je vais dévoiler tout ce qui s'est passé pendant ma chute incarnationnelle. Donc, pendant, tu sais, j'étais un esprit universel, je suis devenue un esprit, je suis devenue un ego. Ben, il s'est passé des choses dans ce processus-là. J'ai diffracté beaucoup dans plein d'événements dans mes vies passées. Est-ce que je suis prêt ou prête à revivre ce même type d'événement-là sans diffracter? Donc, on en vit des choses dans notre vie quand on commence à grandir en conscience. Ça va prendre des événements pour nous donner la mesure de notre capacité à diffracter ou pas dans cet événement-là. La déchirure en fait partie, les ruptures amoureuses en fait partie. Et Sandra, je voudrais... Comment tu peux percevoir la relation, le couple de demain, de prochaine, la prochaine ère ou la prochaine, le prochain, quoi. Comment tu peux voir le couple? Quelle évolution peut être possible et comment on peut vivre ça? J'adore ta question. Donc, le couple de demain, qu'est-ce que c'est le couple de demain? C'est sûr que, tu sais, je pourrais répondre sur plein de plans. Est-ce qu'on parle du couple planétaire incarné? On pourrait parler du couple en surmental. Alors, tu sais, déjà, parce que moi, tout de suite, il faut que je pense à la multidimensionnalité de tout ça. Mais commençons avec l'ego incarné, tu sais, pour rendre ça simple, là. Donc, l'ego incarné, le couple du futur, qu'est-ce que c'est? Ben, on pourrait dire... avant d'être en couple, ben, on va vivre une évolution de conscience. Donc, disons, dans la prochaine grande étape là, au niveau de la société, qu'est-ce qui va se passer? Il va y avoir de plus en plus de gens conscients qui vont apprendre à vivre avec une transparence, une lucidité, d'être capable d'aller dans l'émotion, d'aller partout pour vraiment grandir en conscience. Donc, pendant tout le début de la vie, ben, la personne va être formée parce qu'elle va être entourée de gens conscients. C'est comme dire, ben, on allait à l'école avant ben, pour apprendre des matières, ben maintenant, on va aller à l'école. Oui, on pourrait apprendre, bon, on va apprendre à parler, à écrire, etc. Mais le processus, ultimement, l'important, ça va être de développer la conscience dans ça. Ça va être de vraiment développer la capacité à pas diffracter, comprendre ce qui se passe, comprendre l'intelligence de l'esprit, communiquer avec l'esprit. Donc, c'est vraiment tout ça. Puis un jour, ben, cette personne-là devient mature pour devenir un exemple aux autres. Alors, elle a fini sa scolarité, si on veut. Puis ensuite, ben, elle va se retrouver un jour à trouver un ou une partenaire où est-ce qu'on va continuer à travailler justement de s'offrir à l'autre. Puis chaque événement va toujours servir à prendre une expansion de conscience. Parce que oui, on peut intégrer le principe de l'intelligence, on peut intégrer le principe de l'amour en fusionnant avec l'esprit universel, mais il y a d'autres intégrations qui suivent pour prendre une expansion dans cet amour-là, prendre une expansion cosmique, on pourrait dire. En termes supramentaux, on pourrait aussi dire on va aller intégrer les autres alephes, le 4, 5, 6, 7, donc des rayons de la lumière, donc on va intégrer plus de lumière solaire encore. Donc, le couple va servir à aller chercher plus d'expansion solaire ensemble, l'homme et la femme unis. Donc, c'est de dire, OK, bon, ben,
on a intégré l'intelligence de l'esprit, on comprend la sensibilité de l'autre, on est capable de vibrer à l'onde de l'autre, on est capable de comprendre intrinsèquement qui est l'autre, comprendre la sensibilité de l'autre. Donc, il faut être capable de tout ouvrir ces portes-là. Une fois qu'on les ouvre, ben, on est mûr pour être en couple. Puis ensuite, ben, on va aller vivre une expansion dite solaire. Donc, on va vivre une sorte de vulnérabilité, une offrande face à l'autre de plus en plus grande. Puis dans ce couple-là, ben, il va y avoir quelque chose de très grand, comme un émerveillement continu. Le couple de demain qui va vivre ça ne vivra pas de fluctuation dans l'amour avec l'autre. Pourquoi? Ben parce que s'il se fait enlever l'amour, parce que c'est toujours une vibration prépersonnelle, un matin, on peut se lever puis on le ressent pas, ben tout de suite, il va dire « Hey, qu'est-ce que vous faites en haut? Redonnez-moi mon courant. Je l'aime, mon amoureux, ou je l'aime, mon amoureuse, tu sais. » Donc, le rapport avec l'invisible va être tellement grand, tellement fort qu'il n'y a plus rien qui va pouvoir séparer cet homme-là et cette femme-là. C'est plus séparable. Alors, j'aime bien l'exemple d'un œuf avec 2 jaunes dedans. Il n'y a rien qui peut briser la coquille. Il n'y a aucune entité qui peut venir, puis il peut juste y avoir une expansion. Pourquoi? Il y a toujours de l'énergie qui s'ajoute dans ce couple-là. Puis il n'y a aucune entité qui peut se nourrir. Même s'ils essaient, ils peuvent pas parce que les deux vont avoir la lucidité de travailler ensemble tout le temps pour ne pas se faire piéger, pour que l'amour puisse grandir tout le temps dans cette unité-là commune, là, les deux ensemble. Puis on pourrait aller un peu plus loin, puis on pourrait même dire, ben c'est comme dans la relation sexuelle, ben il va avoir, on peut même créer des cosmos dans la relation sexuelle de 2 égaux, de 2 esprits. C'est comme ça que ça fonctionne sur le plan de l'esprit. Là, il n'y a pas des petits bébés qui naissent là sur le plan de l'esprit. Donc le côté de création, on va créer des cosmos, on va créer des univers. Donc, ça devient des êtres très créatifs, donc et sur le plan de l'esprit et sur le plan de l'ego. Puis on pourrait dire, dans la sexualité de l'ego, ben on va tous les circuits de lumière vont pouvoir connecter ensemble. Donc, la sensibilité des deux, c'est comme on va créer un œuf géant au niveau lumineux. Puis les deux vont se nourrir de ça. Donc, ça va vraiment être, puis ça va accroître l'amour entre les deux tout le temps. Donc, on se retrouve dans quelque chose d'exponentiel plutôt que, comme aujourd'hui, ben là, d'un coup, tout le monde a leurs entités derrière eux, puis là, ils se font vampiriser, puis là, on est avec une entité, puis plus avec un autre ego. Puis là, un matin, on n'aime plus l'autre, puis on fait pas de rapport de force, on dit pas à l'esprit, mais qu'est-ce que tu fais en haut? Laisse passer ce rayon-là, ça va pas ton affaire, tu sais. Donc, une fois qu'on maîtrise la multidimensionnalité de la relation humaine, mais finalement, on se retrouve justement avec une unité avec l'autre, une compréhension de qui est l'autre, une sensibilité de l'autre, tu sais, qui s'accroît continuellement. Évidemment, la Kundalini va être active aussi à ces moments-là parce que la Kundalini, mais c'est quand même une énergie de feu qui est une respiration qui s'ajoute là au fur et à mesure que les corps deviennent plus lumineux, quand les corps, on pourrait dire, sont capables de contenir plus. Donc, tôt ou tard, chacun va vivre cet éveil-là. C'est pas grave que ce soit éveillé ou pas pour l'instant, mais c'est à savoir que, disons, dans le couple futur, si on projette ça, c'est quoi le couple futur? Bien, évidemment, la Kundalini va être active. Puis jusqu'où on peut aller, si on veut aller un peu dans Star Trek, si vous voulez que je vous parle un peu des plans invisibles, ben on pourrait dire, bon, mais la Kundalini de l'homme et la femme va s'activer. Il va avoir cette sphère-là. Si les deux ont la capacité, donc les deux ont un double, par exemple, un double éthérique, donc un quart de lumière sur le plan surmental, les deux pourraient avoir intégré le principe de l'amour, donc ils ont le couple cosmique qui est comme un vaisseau lumineux, sphérique. Ben ce couple-là pourrait ensuite voyager dans ce vaisseau-là sphérique qui fait partie de leur corps subtil. Là, on peut dire, ouais, mais c'est presque de la folie, tout ça. Oui, ça semble être, tu sais, Star Wars, Star Trek, puis on rentre dans les films de science-fiction, mais il faut pas oublier que les films de science-fiction se basent sur une réalité qui existe déjà dans les plans invisibles. Donc, si on parle des extraterrestres horribles, des monstres, mais ça existe dans d'autres plans, que ça soit astral ou surmental. Si on parle tous les films avec les lignes de temps, les vaisseaux, mais oui, ça existe.
Donc, il y a plein de vaisseaux technologiques sur le plan surmental, ce qu'on appelle des ovnis. Il y a des vaisseaux sphériques qui font partie du véhicule des gens. Puis ça, c'est quand même quelque chose d'exceptionnel qui est assez nouveau dans l'univers local parce qu'on est habitué d'avoir notre corps physique, nos corps subtils, corps vital, astral, mental inférieur. Mais de plus en plus, on est des milliers et des milliers de personnes qui ont aujourd'hui un double parce qu'ils ont vécu la fusion avec l'esprit. Puis tranquillement, ben, les gens commencent à intégrer de plus en plus du principe de l'amour. De plus en plus, il y a des gens qui vont être capables de vivre la fusion, justement, avec l'esprit universel. Si je résume rapidement, ben, deux doubles de sexe opposé se rencontrent et ça crée un effet de fusée. On se retrouve dans le plan surmental, dans cette sphère-là. Donc, c'est un autre corps subtil que l'ego va habiter. Puis ce corps-là, mais ensuite, oui, il va pouvoir voyager. Donc, ce qu'on voit dans les films, ben finalement, c'est ma caméra, c'est un peu flou. Je vais vous replacer ça. Voilà. Donc justement, ce qu'on voit dans les films, c'est parce que ça existe sur un plan de conscience. Les gens disent ouais, mais c'est ton imaginaire. Mais l'imaginaire, c'est quoi? C'est quelque chose qui existe sur un autre plan de conscience. Donc, faut arrêter de tout mettre dans un melting pot puis dire que ça n'existe pas. Puis de vraiment commencer à dire, ben oui, les plans invisibles existent. Puis ce qui s'en vient pour le couple nouveau, ça dépasse tout entendement humain, là, tout entendement normal, habituel. On va voyager dans le cosmos avec l'autre, là. C'est ça qui s'en vient par l'union sexuelle, par le rapprochement amoureux. Puis ça, j'en ai parlé plusieurs fois, mais la Kundalini, elle sert à déplacer le vaisseau. Tu sais, c'est toutes des notions qui vont être apprises, qui vont être sues, qui vont être comprises. Puis plus on avance dans cette conscience-là, plus on découvre des choses, puis on dit, ouais, mais c'est presque fou, il y a plus de limite jusqu'où ça va, ce couple-là. Puis les esprits sur le plan surmental, ben oui, ils ont des relations sexuelles, tu sais. Donc, ils vont vraiment connecter leur corps ensemble, puis ils se vitalisent comme ça. C'est quelque chose de beau, de grand, tu sais. Alors, c'est pas juste sur le plan matériel qu'il y a ces unions-là sexuelles. Donc, en surmental, c'est le cas. Puis en supramental, ben on est comme dans le suprême, tu sais, on est comme dans la rencontre continue avec l'autre, on est dans l'émerveillement de la rencontre avec l'autre puis de vivre la sensibilité de l'autre. C'est pour ça que le soleil rayonne comme il le fait, parce qu'on est vraiment dans un corps extrêmement lumineux, c'est une perfection totalement absolue. Alors, plus on grandit en conscience, ben plus on s'en va vers ce rayonnement-là, où est-ce que l'aura va rayonner de plus en plus, le double va devenir de plus en plus rayonnant. Donc, il va devenir plus grand dans sa capacité de rayonnance. Plus il rayonne, mais plus il est capable de se déplacer aussi dans le cosmos rapidement. Donc, c'est toutes des choses qui vont se découvrir là, au fur et à mesure qu'on avance dans les plans, que les gens vont avoir l'expérience. Mais le couple nouveau, on est vraiment dans quelque chose d'absolument extraordinaire. Tu sais, on est vraiment dans une conscience élargie, puis il n'y a plus de peur de dire quelque chose à l'autre, c'est de dire, ben, rentrons dans notre vulnérabilité tout le temps, rentrons partout où est-ce que ça peut faire mal, on a peur de le dire, ben, on plonge dedans, on y va, puis le couple va être encore plus fort, puis encore plus fort, puis encore plus fort, puis encore plus fort, puis c'est exponentiel, tu sais. Mais si on s'empêche de le vivre, ben, on ne pourra pas vivre ce couple-là nouveau. Pour le vivre, il faut vraiment être dans une transparence totale avec l'autre, puis j'en conviens que c'est pas facile. Puis comme on disait plus tôt, des fois, il faut trouver le bon moment, parler de telle chose. Puis peut-être qu'on ne pourra jamais en parler parce que c'est trop cristallisé, le malaise il est trop cristallisé. Tu sais, il y a toutes sortes de contraintes, mais ultimement, il faut comprendre où est-ce qu'on s'en va. Puis où est-ce qu'on s'en va? Mais justement, c'est vers quelque chose, un couple qui va être extrêmement lumineux, où est-ce que tout va pouvoir circuler parfaitement entre l'un et l'autre, sans blocage, sans interférence, sans perte d'énergie, sans entité, sans... Donc, c'est comme une vigilance suprême qui est tout le temps là, mais pour être capable d'avoir cette vigilance suprême-là, il faut une sensibilité suprême aussi, puis pour y aller, mais c'est encore une fois, c'est l'émotion qui va nous permettre d'accéder à ça. Donc, voilà un peu... Si les gens veulent expérimenter encore plus le couple, la sexualité dans le couple, la Kundalini, tu fais un stage au Québec pour l'instant, vers chez toi.
qui va parler de plus pendant 2 jours ou 3 jours, je sais plus, mais qui va amener plus en profondeur et plus de compréhension encore, parce que je l'ai vécu, hein, je l'ai fait. Donc je sais à peu près ce qu'il en est et c'est un très beau voyage, qu'on réalise à soi-même et après pour transmettre à l'autre, pour, communiquer avec l'autre. Oui, Voilà. oui, absolument. Puis pour l'instant, je le donne juste au Québec en présentiel, mais oui, par visioconférence aussi. Donc, les gens en Europe ou ailleurs dans le monde peuvent participer, parfois avec un léger décalage horaire, des fois un plus gros décalage horaire, mais je le rends quand même accessible là, au niveau mondial pour que ça soit pas juste les gens du Québec qui en profitent, parce que je trouve que c'est quand même vraiment important. Dans ce séminaire-là, on parle beaucoup d'amour, on parle beaucoup de sexualité, on y va vraiment, on va dans le fond de l'histoire de comment vivre la sexualité nouvelle, comment vivre justement ce rapport-là à l'autre. Puis on parle de Kundalini, mais évidemment, on n'est pas obligé d'être en couple pour parler de Kundalini. Pour parler de sexualité non plus, on n'est pas obligé d'être en couple, puis des fois, mais juste pour se préparer à rencontrer quelqu'un, de bien capter la vibration de vers quoi on s'en va, mais déjà, ça place des prémices. Alors, je trouve que c'est un séminaire qui est vraiment intéressant, que je dirais même important, parce qu'il n'y a rien de ce séminaire-là qui est dit ailleurs. Donc, j'enseigne pas le tantrisme, j'enseigne pas le taoïsme. Il y a personne qui va se retrouver tout nu non plus. Il y en a que des fois sont inquiets. Il n'y a pas d'exercices qui sont engageants là ou qui peuvent déranger là qui sont faits. Donc, c'est vraiment, il y a une grande partie justement séminaire. Donc, je parle beaucoup. Oui, il y a quelques exercices, mais rien de compromettant là. Donc, tout le monde peut se sentir très à l'aise de parler, d'échanger. Les gens peuvent me poser des questions par rapport à ce qu'ils vivent en particulier pour qu'on l'étudie, pour qu'on comprenne la dynamique, comment dépasser cette dynamique-là. Donc, ah oui, c'est un beau séminaire. On passe du bon temps. C'est 2 jours. Peut-être qu'un jour, je le donnerai plus longtemps. Non, ça, c'est quelque chose que j'aimerais bien faire éventuellement, une formule 3, 4, 5 jours. Puis, comme ce que j'ai déjà fait en France, tu sais, qu'on entrecroise ça de journées de marche, de plein air, un peu de séminaire, un peu de temps ensemble. Donc, ça, c'est quelque chose en tout cas, que j'ai en tête, là, que j'aimerais éventuellement faire. Mais pour l'instant, c'est encore du 2 jours, là, un 2 jours intensif. Donc, c'est une fin de semaine. Puis, les gens, en général, n'ont pas besoin de prendre congé, là, plus que ça pour pouvoir assister. Bah, mais c'est un très beau, comme elle dit Sandra, il y a rien du tout, on se met pas nu, on met rien, c'est beaucoup de on pose des questions, on parle de sexualité, on parle de conscience, on parle de supramental et ça crée vraiment une élévation, spirituelle, et de compréhension et donc c'est chouette, c'est très chouette comme stage. Voilà. Merci. Ouais, c'est super et je pense que on pourrait en parler encore longtemps, sauf si tu veux rajouter quelque chose, Karine, ou tu as une autre question à partager avec Sandra? Non, non, moi j'ai écouté, c'est toujours très intéressant hein, de t'écouter, d'échanger avec toi. Non, moi j'ai rien à rajouter. Et puis après, si les gens veulent te contacter, c'est aussi sur les réseaux et sur ton site internet pour les stages et notamment ce stage-là que moi j'ai pas fait, hein, mais pourquoi pas bientôt en France ou au Canada. Ah oui, ah oui, ça serait un plaisir de te voir, mais oui. Alors Supraconscience organisera un super stage pendant plusieurs jours, avec toi Sandra, en France. Ah, ça serait merveilleux, mais oui. Voilà, à Ouais. organiser tout ça. C'est de mon côté, supramental.biz, c'est mon site web, là, ceux qui veulent trouver justement plus d'informations sur les activités que je fais. J'ai évidemment ma chaîne YouTube, là, que j'ai plein de matériel, que je fais régulièrement des vidéos là, pour que justement que les gens puissent accéder à cette conscience-là, parce que c'est important que ça soit véhiculé, cette conscience-là, qu'on puisse savoir que ça existe, que les gens puissent vivre leur vie autrement si ils se sentent prêts à se lancer dans ça. Parce que c'est quand même, ça va loin, là, ça, si je résume, ben, quelqu'un, au lieu de toujours se réincarner puis se réincarner, ben, on commence à parler d'immortalité de conscience, qu'on ne décède plus,
pour retourner en astral et se réincarner. Donc, on se retrouve avec une conscience continue, surmentale, où est-ce qu'on poursuit notre route en surmental. Donc, on est vraiment dans une autre évolution complètement. Donc, c'est pas juste une philosophie qui fait en sorte qu'il n'y a rien qui va changer après. On se retrouve vraiment avec des changements des changements psychiques majeurs, ce qui fait en sorte qu'on parle de nouvelles races psychiques. C'est pas juste un événement, une mode. Il y a vraiment une race psychique qui se développe. Puis ceux qui sont prêts, mais c'est important qu'il y ait l'information pour pouvoir commencer à faire le travail sur leur psyché, commencer à faire le tri des pensées, commencer à voir comment ne pas diffracter, etc. Donc, c'est un processus qui est beau, qui prend des années, mais qui vraiment, c'est exceptionnel quand même, tu sais, à vivre. On se dit des fois, c'est pas toujours une route facile, mais quand on réalise jusqu'où va notre conscience quand on suit ce parcours-là, mais moi, je dirais, malgré toutes mes difficultés, je voudrais pas retourner un jour en arrière, puis je voudrais pas que ça soit différent non plus, parce que malgré les difficultés, mais ma conscience, pour moi, aujourd'hui, ça vaut de l'or, tu sais, c'est pas échangeable contre quoi que ce soit au monde, là. Donc, c'est un peu ça, ceux qui ressentent l'appel, ceux qui sont prêts, mais c'est important que l'information soit accessible. Je suis d'accord avec toi. Ouais. Puis merci pour votre travail d'ailleurs qui permettent de rendre ça de plus en plus accessible. Merci à toi, Sandra, de nous faire confiance. Bah oui, merci. Et puis merci pour cette capsule. Je sais, je t'ai peut-être coupé. Merci beaucoup pour cette capsule parce que voilà, comme je le disais au début, ce mois-ci on fait le thème, c'est le rapport à l'autre. Et puis et le couple, ça fait partie du rapport à l'autre, de la relation. Et là, d'un coup, on amène une dimension, une autre dimension à cette vision, à ce discours. Et merci pour ça. Avec plaisir, oui. Je suis allée dans d'autres dimensions aussi. Oui. Merci à toi, Sandra. Avec plaisir.